Ça fait plaisir de vous retrouver, de fou, pour 2024. On a tardé un peu notre retour parce que on n'était pas trop ensemble ces derniers temps, les vacances, tout ça. Les fêtes surtout, et carrément. les fêtes en famille, etc. Donc. Carrément, beaucoup de taf, tout ça, mais on a plein de projets à vous annoncer. Franchement, ça va être un régal 2024. Sachant que Mathéo s'est noté quelques chiffres aussi de 2023. Ouais, déjà pour vous dire voilà ce que c'était les balayeurs pour la première... même pas saison complète, quoi, mais en tout cas une partie de notre lancement, quoi. Notre début de saison. Si ça fait plaisir de vous voir tout ça. Bilan de mi-saison. Donc, on vous souhaite une bonne année à tous, évidemment, puisqu'on vous a pas vu depuis. Ouais, avec plein de belles émotions, ok, carrément. Et tous tout le meilleur, évidemment. Et en quelques chiffres, sur le compte TikTok qu'on a lancé, on est à 1300 followers. Donc, ce qui est plutôt pas mal. C'est carrément pas mal. C'est carrément pas mal. On doit être à pas loin des 50 000 vues là-dessus. Donc, Mais oui, monsieur. C'est pas mal. Et très bonne gestion de Mathéo, qui gère la partie TikTok. Et on travaille même pour automatiser certaines choses et pour être encore plus efficace. Donc normalement, vous allez être bombardé de TikTok et de qualité sur nos émissions. Évidemment. Ouais, complètement. Même des shorts. Mais oui, allez, on va se lancer. Voilà, les shorts en hiver, c'est un concept. YouTube, on en parle évidemment. J'ai pas retracé le nombre de vues, mais vous avez été pas mal à être fidèles et on vous en remercie. On est à 340 abonnés sur YouTube. Et on se donne un petit objectif. Ouais, allez, cap sur les 1000. Moi, je veux qu'on aille sur les 1000. Donc, pour ça, on a besoin de vous. Si vous pouvez relayer et puis conseiller autour de vous simplement un petit abonnement. C'est gratuit, évidemment, sur YouTube. Et puis, c'est vraiment cool. Comme toujours, commentez et likez. Ça nous aide pour le référencement. Oui, voilà, tout à fait. C'est les phrases type qui ressortent à chaque fois. Mais il faut comprendre que nous, ça nous aide parce que ça partage notre contenu et ça le propose aux autres. Et puis aussi on vous remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Oui, complètement. Vous avez bien aimé le concept et du coup ça nous motive de dingue pour continuer et mener nos projets 2024 puisque 2023 on vous a donné quelques chiffres comme ça, mais 2024 ça va être un autre cap de fou de franchir. Évidemment, nouvelle année, nouveaux objectifs. Et là on va leur préparer du lourd. Peut-être que certains d'ailleurs avaient vu déjà pour Noël. Évidemment. Le petit cadeau de Noël des balayeurs. Faut savoir que je l'ai découvert en même temps que vous. J'en avais absolument pas parlé à Mathéo. Fun fact, l'Instagram, généralement, c'est moi qui fais les stories. C'est ça. Je me promène un soir, je vois qu'il y a une story sur les balayeurs, je suis bon. Qu'est-ce qui se passe Au début, je comprenais pas très bien. Mais voilà. Après, t'as compris avec le mail. J'ai bien compris avec le mail que j'ai reçu. Et puis je remercie Sylvain ici en direct. Bah oui, parce qu'en fait on dit ça mais vous avez peut-être même pas vu ça. Donc en fait le cadeau c'était qui va avec un de nos projets d'ailleurs 2024. C'était des places pour notre productrice Lise et puis pour Mathéo pour aller voir les Canadiens de Montréal. Voilà, tout simplement, match de NHL. Contre les Coyotes fin février, le 27, si je me trompe pas. Exactement. Donc voilà, c'est ça, le Père Noël des balayeurs a été très généreux pour le coup. Premier match NHL de ma vie. Je pense que toi t'en avais déjà vu rien qu'au Centre Bell. Vite fait, Centre Bell, j'ai fait Ottawa, Vegas, Dallas. Ottawa, Vegas, Dallas, ça doit être ça. Et puis, pas mal. Carrément. Je suis bien et content. Là, ça va être un plaisir. Moi, en plus, je suis en train de développer un peu d'attache à cette équipe de Montréal. Pour aucune raison, mais je sais pas, les petits Cofield, etc. Cofield, j'aime bien. Très, très sympathique. Et puis, Lane Hudson, Samuel Montembeault, on aime bien les personnalités. Le petit Hudson, il joue pas encore, mais là, dès qu'il va arriver. Je vais le propagander à fou. Et puis occasion de voir Cole Caulfield en direct, joueur que j'apprécie énormément. Ouais, on espère qu'ils seront complets pour ce match-là. C'est toujours incertain, mais ouais. Sinon, j'irai le chercher. sinon, il viendra s'asseoir avec nous en tribune pour commenter le match avec les balayeurs. Carrément. Projet 2024, on est en plein dedans. Tout simplement, voyage des balayeurs au Canada. Gros régal à venir. Là, on prépare du lourd là-bas. Ouais, on a notamment une interview sous le coude avec, on vous en dira pas plus pour le moment, mais qui devrait se mettre en place avec quelqu'un de l'organisation des Canadiens de Montréal. Exactement.
Donc voilà, c'est un contact de Mathéo. Un rescapé, un Français. Ouais, un Français des Canadiens de Montréal. Voilà, qui travaille aux Canadiens de Montréal, donc occasion. Faites votre voilà, enquête. on présente nos Frenchies à chaque fois. Oui, c'est vrai. Il fait partie des Frenchies et on va à la rencontre des Frenchies. Ouais, tout à fait, ça va être magique cette expérience-là. Mais avant ça, on a autre chose en termes de projet. Pour 2024, c'est notamment la venue d'un copain du hockey. On l'a découvert via ses vidéos il y a pas si longtemps en fait. Alors moi ça faisait longtemps que je connaissais, mais en préparant une vidéo, je fais tiens Sylvain, tu connais pas un tel? Puis on a regardé la vidéo, on l'a vu même 2 fois, parce qu'après on est allé la voir avec Lise. Ouais. Et puis le feeling est extrêmement bien passé, on l'a contacté. Et puis, Mister Hockey Power, allez voir sa chaîne, il a fait notamment des vidéos de sketch hyper marrantes. Et puis récemment, il a parlé de son histoire très intéressante de Rouennais qui s'est retrouvé en poste à Grenoble. Et du coup de toute cette histoire-là et pourquoi pour lui ces 2 clubs un peu particuliers, même s'il est vraiment dragon de cœur de base. C'est vraiment une super vidéo. Le plus rouennais des Grenoblois c'est le plus grenoblois des Rouennais. Le plus grenoblois des Rouennais, je pense que ça marche bien dans ce sens-là. Mais quelqu'un de très sympathique. Donc on le salue et donc du coup il va venir nous voir à Tours. Il y a du petit tournage sous le coude. Il y a de l'invitation à voir un match des Remparts de Tours. Évidemment. Parce que voilà, on est sur place, on veut lui faire découvrir aussi cette ambiance-là. Et puis le lendemain de ce match, il y a la finale de la Coupe de France. Et la finale de la Coupe de France, on va y aller tous. Voilà, d'ailleurs, même y compris notre productrice. On va tous aller, Lise, on va tous aller à Paris, à l'Accor Hotel Arena, voir cette finale de dingue entre les Dunkerquois qui vont représenter toute la D1 pour l'occasion et tout le peuple de D1 et qui vont remplir la patinoire. C'est une dinguerie d'ailleurs, à quel point c'est parti vite. Toutes les places qui leur étaient octroyées sont parties. Ils en ont eu 200 de plus, je crois, en rab au moins, partis immédiatement également. Je crois que c'est 400 qu'ils ont rajouté. Ah ouais, 400 peut-être. Et c'est 200 et 200. Mais peut-être 200 pour Dunkerque, 200 pour Grenoble. Mais je sais même pas si Grenoble a rempli entièrement son quota. Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont aussi rués sur les places libres autrement. Donc je pense que ça va être quand même avantage Dunkerque dans les tribunes. Moi je le sens comme ça. En plus, c'est un peu plus un événement à côté de Dunkerque, évidemment. Et donc, on a été accrédités tous les deux, et on remercie d'ailleurs les responsables de la communication de la Fédé. Sympa de nous faire confiance. De nous avoir permis d'être accrédités tous les deux. Donc, voilà, on a hâte de se régaler et de vous préparer du contenu autour de ça. Il va y avoir du contenu. Cette année 2024, vous allez être incendié de contenu fun et toujours sympathique. Nous, on prend du plaisir à préparer tout ça. Ah, c'est clair. Il n'y a aucune raison qu'on n'en prenne pas à le réaliser. Et j'ai très très hâte, j'en parlais hier avec Lise, j'ai hâte de tout, que ce soit le week-end prochain, le Québec, l'année en général. On vous dit tout ça, mais du coup ça c'est sur janvier, février, début mars. C'est ça, c'est le début d'année. C'est vraiment de la folie. Salut les balayettes, salutations les balayettes, ça nous manquait. Heureusement on n'était pas là-bas pour oublier. Ok, excellent. Et on devrait aussi ouvrir une boutique. On va commencer peut-être avec des pucks, les balayeurs. Ça vous permettra de nous soutenir si vous le voulez. Voilà. Et puis il y aura peut-être d'autres choses après. On est en train de regarder peut-être des mugs, tout ça. Donc voilà. On a en tout cas les premiers stickers des balayeurs qui sont en cours de fabrication. Donc c'est trop bien. Le délai est canon. J'ai envie de dire producteur local, mais fabricant local en tout cas. Donc on est content aussi de faire travailler les boîtes françaises et locales évidemment. C'est important. Essayez vous aussi de votre côté quand vous le pouvez de le faire. C'est voilà, bien pour tout le monde. Normalement, je vous mets le lien de la chaîne du copain. Ah ouais, super. Merci pour lui. C'est parfait. Valérian. Il s'appelle Valérian et on a hâte de le recevoir et on va bien se marrer. Donc voilà, c'est Hockey Power 76. Ouais, c'est exactement ça. Alors j'ai vu passer. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. C'était juste pour dire que je revenais, que j'avais posé de retour parmi nous. À fond. Le message de Franck, j'ai vu sur oui évidemment que hop, je le place, il est assez long, qu'on a vu que la DTN s'était fait démettre de ses fonctions puisqu'on l'a annoncé en même temps que, juste après officiellement que Plan de Match, mais on a eu l'info en même temps en fait avec le copain Brice de Plan de Match que ça que c'était en cours. On en a parlé en même temps que du ménage dans l'arbitrage.
qui était fait, choisi en tout cas de faire grand ménage d'arbitrage. On reparlera d'ailleurs d'arbitrage dans cette émission, puisque c'est assez intéressant, je trouve, ce qui est en train de se passer. En tout cas, ça pique notre curiosité pour la suite. Donc oui, on était au courant et on vous avait tenu au courant très tôt, bien avant cette annonce de l'équipe. Alors bon, on leur en veut pas, mais dans leur article, ils citent plan de match et Hockey Hebdo, ils citent pas les balayeurs, mais bon, voilà, faut écouter les balayeurs, hein, les amis. Des fois, on a des bonnes infos. Hein. Ouais, puis alors il nous a fait nous a remis un petit message, Franck, pour nous dire que la Magnus est plus faible cette saison, de son avis. Donc bon, ça après, moi honnêtement, je pense qu'il faut voir beaucoup plus de matchs que j'en regarde pour avoir un avis global là-dessus. Voilà, à voir. Je sais Peut-être pas. je pense que les gros sont moins forts que les saisons précédentes. Et peut-être que justement, du coup, ça fait que le niveau général est plus faible. Après, sur les équipes milieu de tableau, on reste quand même sur quelque chose peut-être qu'il base en partie son constat sur la bonne saison de Marseille, qui est un promu un peu exceptionnel, quoi. Mais tu vois, je pense, après, je vais pas dire que le niveau est beaucoup plus faible, mais peut-être que les gros est pas sont trop d'accord avec lui en soi, donc. Ça marche, carrément. De toute façon, on va commencer maintenant de parler un peu d'actu, hein, maintenant qu'on a donné la nôtre et les projets dans lesquels on l'espère vous allez nous suivre à fond. Sur la Magnus, on a quelques grandes trajectoires. On va pas revenir sur les derniers résultats pile parce que on a été absent du live quelques semaines, donc ça n'aurait pas trop de sens. Mais j'ai trouvé ça intéressant de comparer un peu l'inversion de dynamique entre Bordeaux et Chamonix. Voilà, Bordeaux qui maintenant est aux portes qui a loupé un peu le coche là contre Angers. Alors qu'il menait. Il menait 4-2, ouais, ils ont perdu 5-4. C'était peut-être l'occasion de faire le gros coup, mais en tout cas qui est beaucoup mieux, qui a retrouvé Polo Diane, voilà, qu'on adore, joueur qu'on adore tous les deux. Ils avaient gagné à Grenoble. Hein. Ouais. Grenoble qui avait pour la première fois depuis 2015-2016. Je vous invite à aller voir le compte Twitter de BDL Stats qui est excellent sur les stats des voleurs de loups. Et ça faisait au moins 5-6 ans qu'ils n'avaient pas perdu 3 matchs consécutifs. Et puis même cette saison là, Grenoble, ça craint un petit peu. Même les stats à domicile, ils doivent être à 56% de victoire pour Grenoble. On a pas même très très récemment. J'ai oublié son nom, c'est hallucinant, mais bon, l'attaquant d'équipe de France, l'attaquant numéro 1 de Grenoble, côté français. Damien Fleury, merci, désolé pour lui, je sais pas pourquoi j'ai complètement zappé son nom, en plus j'adore Damien, qui a poussé un peu une gueulante en disant que c'était honteux le niveau de jeu de Grenoble en ce moment, et c'est bien qu'il s'en cache pas. Et je pense que ça va être un des acteurs de ceux qui va remuer tout ça pour essayer il est encore temps, hein, parce qu'on n'est pas encore en play-off, hein, évidemment, et puis ils vont se qualifier sans problème pour les play-offs. Mais on le rappelle, hein, mais les play-offs c'est une autre saison. C'est pas la saison régulière qui va te faire champion. On le voit tous les ans, hein, des surprises, des sixièmes des fois qui arrivent à se passer en demi. T'as vu cette info là qu'on nous a à vérifier. Moi tant que je peux pas vérifier l'info en direct moi-même, je peux pas la confirmer directement, mais on nous parle d'un investisseur canadien pour Bordeaux. Voilà. Alors peut-être que c'est déjà paru dans la presse dans Sud-Ouest ou quoi. Moi je l'ai pas vu passer. Je n'ai rien vu passer. Je me prononcerai pas là-dessus, mais tant mieux si c'est le cas. Plus il y a de gros projets français, mieux c'est. On ne sait pas. Après le joueur de NHL qui vient. Peut-être que c'est Tanner Glass. Ouais, c'est ça. On ne sait pas. Tanner Glass of Wine sur Bordeaux. Ça ne va pas manquer. Hein. Qui ne manque pas du vin qui ne manque pas de tanin. Du hockey qui ne manque pas de tanneur, c'est pas mal, ça fonctionne bien aussi. Et oui, 2024, les jeux de mots continuent. Oui, ça malheureusement, je suis désolé pour vous, vous allez avoir votre lot de jeux de mots pourraves signé. T'as beaucoup trop de création. Beaucoup trop de problèmes dans ce cerveau pour pouvoir les arrêter en 2024. Franck qui continue en disant que Cham était au fond du trou en ce moment, que ça jouait pas bien, etc. C'est un peu triste ce qui arrive à Chamonix, qui était quand même la grosse surprise la belle surprise de début de saison. Là ils reviennent honnêtement avec Bordeaux qui est revenu très haut et Cham qui est largement rentré dans le rang. On est un peu plus dans nos pronostics, ça nous rassure un peu quand même de ce côté-là. Après, c'était vraiment une belle dynamique de Chamonix. Ils ont su s'appuyer dessus. Le coach était revenu à je crois que c'est à la première trêve
ou la seconde, en disant que du coup il était extrêmement content de ses joueurs parce qu'il était très exigeant, mais ils arrivaient à suivre ce qu'il demandait, et puis c'était des gars faciles à coacher. Mais voilà, il y a des équipes qui ont repris de la force. Marseille, ils sont dans une dynamique également excellente. Ça fonctionne très bien. En Porto qui a repris des couleurs, clairement. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est à quel point Marseille, mais bon aussi, on n'avait pas toutes les données sur leur transformation d'équipe. Au moment où on a. Je crois qu'au moment où on a fait nos pronos, il y avait 2 joueurs qui ont été échangés juste après. Donc, donc ça changeait un peu la donne. Mais bon, honnêtement, on s'est quand même planté là-dessus. Mais c'est un peu l'inversion avec Gap, quoi. On s'attendait pas à ce que Gap galère à ce point-là. Même si on les voyait pas top 4. Ils ont eu sur les derniers matchs une belle série de victoires. Mais contre Grenoble, c'est pas passé. Ils ont perdu contre Briançon aussi. Et ouais, c'est ça. En gros, sur les 5 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires d'affilée. Ouais, ça fait très mal ça. Il y avait l'objectif playoff. Enfin, l'objectif playoff. C'était encore dans la tête et ils l'ont pas abandonné, ils sont pas passés en mode playdown. C'était, il y a encore la possibilité en termes de points de se qualifier, donc ils ont joué le jeu à fond. Je crois qu'aujourd'hui c'est compliqué d'envisager des playoffs au vu du nombre de défaites qui a déjà eu lieu. En plus, Gap, c'est jamais de prolongation. Non, c'est vrai. Des défaites ou des victoires, mais jamais de points gratuits. Alors que ça fait des points. Ça fait des points intéressants à les prendre quand même, effectivement. Sinon, Rouen, ça roule bien. Et puis il y a la belle histoire de Boivin quand même. Ouais, complètement. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat Kick tout à l'heure. Ouais, très bien. Qui a spoilé le programme. Oui, vous êtes chaud, c'est bien. Le retour, si on peut dire ça comme ça, de Boivin qui en fait n'avait pas été libéré par Rouen, mais ils l'ont conservé dans cette période compliquée. Donc voilà, on le rappelle, il a été touché par une tumeur ou un cancer, en tout cas quelque chose de vraiment pas drôle. Mais ils ont continué de le soutenir, ils avaient donné des nouvelles de lui au moment du Movember, concerné les maladies des hommes. Bien sûr. Et puis visiblement ça va mieux, il est de retour. C'est pas imminent son retour. Mon avis, on le reverra pour les playoffs, je pense. Et puis c'est un joueur qui avait super pour cette bonne nouvelle. Je crois qu'il y avait 73 points la saison dernière. Ah non, il est monstrueux. Donc voilà, ça va faire du bien à Rouen qu'on a presque pas besoin. Mais un attaquant de ce calibre-là, je pense qu'on ne dit jamais non. Et puis on est très très content de le revoir sur la glace. Et moi j'en parlais hier avec Sylvain, mais ça me fait plaisir aussi de voir des clubs qui soutiennent leurs joueurs comme ça et qui les laissent pas entre guillemets à l'abandon. C'est clair. C'est la belle histoire. Ouais, il y a le cas de Caen aussi, évidemment, avec Jérémy Roman. Jérémy, Ouais, on pense bien à Jérémy Roman, on espère que ça se passe bien de son côté. Et c'est toujours un bonheur de le croiser. Je l'avais vu avec beaucoup de plaisir quand il était venu il avait accompagné les joueurs de Caen lors du dernier match à Tours. Donc voilà, ça avait fait retour dans les prochains jours avec l'effectif professionnel pour. Mais je pense pas qu'il sera aligné sur des matchs. Je pense que c'est vraiment un retour de glace et ça sera progressif. Ça fait quand même long, c'est clair. Et puis donc l'absence de Malé pour des très belles raisons. Quelle plus belle raison que ça pour lui, puisque parce qu'il va devenir papa. Oui, exactement. Il est retourné du coup quelques jours. Là, on a une autre info, Sylvain, dans le chat. Dans le chat. Dans le chat de Franck de Chamonix. Une recrue qui serait arrivée hier à Cham, un russe de KHL avec une très grosse carrière et qui avait joué avec le Red Star de Kunlun cette saison et qui arrive à Cham. Par les payants, s'il est entretenu, à voir, ça peut être un top comme un flop. C'est souvent un souci avec les. En tout cas, 32 ans. 32 ans, c'est pas si vieux. Non. Après 2 ans sans jouer. On sait que s'il arrive en Magnus, honnête, sans vouloir être méchant, mais en Magnus. S'il avait repris déjà en KHL. Il y a eu un problème dans sa sa carrière quelque part. Ouais. S'il avait repris en KHL, c'est que ça va mieux. Après, si ça peut être pour lui un tremplin et puis tant mieux pour Chamonix, s'il peut venir apporter tout ça. Mais il fallait réagir du côté de Chamonix et on le pouvait encore puisqu'on a eu plus de temps qu'en D1 pour modifier l'effectif. Parce que la D1 c'était jusqu'à fin décembre, on est d'accord. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait rigoler, mais on a quand même des clubs de D1 qui ont annoncé des recrues genre mi-janvier quasiment. Enfin, il y a après un peu avant là. La règle c'est quelques jours, les donc contrats, c'est qu'ils attendent. Ils l'ont signé forcément fin décembre. Donc c'est vraiment genre la communication qui arrive 10 jours derrière la signature. Je veux dire, si le joueur il a signé quoi. Peut-être qu'ils attendent qu'il arrive sur place ou.
Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est. Mais ça me fait rigoler. ouais, puis le souci là, c'est peut-être on va pouvoir rebondir sur la D1 comme ça, mais il y a Morzine qui a annoncé hier la fin de saison pour Blake Luscombe. Ah ouais, du coup, il va pas joueur pouvoir être remplacé. qu'on adore, que toi qui étais peut-être un de tes joueurs préférés de D1, je pense. Bah, Qui a moi, un énorme impact, qui effectivement est très. pour moi, très c'est fort. clairement l'un des meilleurs centres de la ligue. C'est le meilleur au face-off. Il a une efficacité de 70%. Ah, c'est abusé. C'est un Avec Jacquier, les deux là, faut juste pas les jouer en. Et je pense que ça va faire très très mal à Morzine. Même si même s'ils ont récupéré Félix Morozov, qui était d'ailleurs dans les papiers de certains clubs de Magnus. Ouais, Morzine qui a pris en plus 3-0 contre Chambéry alors que c'était un peu un duel de bas de tableau. Mais ouais, mais Luscombe, bah tu vois, juste ce côté face-off, je pense que ça va faire un gros manque côté Morzine parce qu'on connaît l'importance de. Donc on verra bien, ça va, ils ont récupéré Félix Morozov et Rasoulov derrière. Parce que bah voilà, pareil, Schroyer qui est blessé. Ouais, oui. C'est les deux gros joueurs qui sont blessés. À voir si les deux recrues vont avoir un impact pour compenser. Moi je doute pas que c'est des bons joueurs, mais bon après c'est qu'une question de contexte et d'acclimatation à l'effectif. Ouais, pas facile en tout cas pour Morzine, une deuxième saison. Alors moi l'an passé ils ont connu une demi-saison très compliquée, puis après ça allait quand même beaucoup mieux. Là ça allait mieux cette année quand même. Ouais, ça semblait, mais là bon. Bah là les blessures. Ça Ouais, pas facile pour leur nouveau coach aussi, venu de Magnus. Anthony Mortas, tout à fait, qui a coaché aussi l'équipe de France jeune. Voilà, c'est compliqué pour du côté de Morzine, mais on va s'accrocher. Puis de toute façon, il faut bien se dire cette année, on vous l'avait déjà dit, que le projet c'est de passer à 16 équipes l'an prochain. Et dans ce cadre-là, il y aurait bien deux montées de la division inférieure, il n'y aurait pas de descente de D1. Il y aura un barrage. Il y aura un barrage pour la dernière place. Bah, c'est une potentielle descente. Ouais, c'est ça, mais en tout cas pas Il y a d'acté à quelqu'un, 100%. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va. En tout cas, c'est va ce devoir jouer à un valider, barrage. mais c'est ce qu'on a. C'est ce qui avait été annoncé. C'est ce qui avait été annoncé. Donc normalement, ça devrait être ça. Voilà. Okay. Il s'appelle Danil Tarasov. Ouais. Sacré CV, je suis curieux de le voir. Ouais, carrément. Apparemment, il a joué 4 ans au Dynamo Moscou. D'ailleurs, si je me trompe pas, genre, je sais pas du tout si c'est de la famille, mais Tarasov, c'est le nom d'une des divisions de KHL. Donc ça doit être le nom d'un ancien très grand joueur. C'est le nom d'un ancien très grand joueur du hockey russe. Donc voilà. Pour la petite anecdote. Donc D1, on a déjà commencé à en parler en fait un peu. On va clairement ouvrir la page là en parlant des équipes qui cartonnent depuis un moment déjà. On pense à Caen, on pense à Nantes. Évidemment. Bah, Caen qui a une belle série de victoires, c'est 11 maintenant. Puisqu'ils ont gagné hier 1-0 à Strasbourg. On voit que c'est comme les deux Nantes et Caen, tout est vert. Ils n'ont que des points verts donc sur les 5 derniers matchs, mais bien au-delà. Puis sachant que Nantes a combien, a 2 matchs en moins. Ouais, plus les points de retard. 6. Non mais c'est bah déjà il incroyable. serait 3ème avec les 6 points de pénalité et les 2 matchs en moins. C'est l'équipe la plus en forme. Avec Caen. Bah, la plus impressionnante entre Nantes et Caen, c'est Nantes selon moi. Je suis tout à fait d'accord. Mais Caen, là, une série de 11 victoires d'affilée, sachant qu'en D1 on joue que 1 match par semaine. Aussi, ça, pour moi, ça a une influence quand même sur. Et tiens, tu vois, pour définir le style d'équipe aussi, c'est assez intéressant. Je regardais ça. Au niveau des buts marqués, Caen a marqué moins de buts que Strasbourg, jusque-là, ok. Beaucoup moins de buts que Dunkerque, qui est de loin la meilleure attaque de D1, très impressionnante, 78 buts de marqués. Alors ils ont marqué plus de buts qu'Épinal, ok, mais ils ont marqué moins de buts que Nantes, ok, moins de buts que Meudon, moins de buts que Cholet. C'est quand même dingue quoi. Surtout Meudon, oui. Dans le top 8, il y a que 2 équipes qui ont marqué. Non, il n'y en a qu'une. Non, il n'y a qu'une équipe. Épinal. Ouais. Et alors qu'ils ont un match en plus. Ouais, dans le top 8 et puis Tours. Mais c'est tout. Sinon, toutes les équipes ont marqué plus de buts. C'est marrant. Mais par contre, défensivement, allez les chercher quand même. Il n'y a que Nantes. Ouais, Nantes, 29 mais buts Nantes encaissés en 27 matchs. matchs. De moins, donc. Mais même. En 29 buts en 14 matchs, pardon. Ouais, c'est solide. Ouais, en même temps, Mickaël Louba, ça aide. Ouais. Puis leur défense, Cédric Custos, Rourke Russell, Cam Marks. Tu te souviens des grosses piques de communication de Cholet à l'intersaison, puisque les deux ont interverti les gardiens. Louba était censé, ou on pensait qu'il allait partir à l'étranger. Il était. Finalement, il part à Nantes.
Il devait partir pour un top 6. Il a annoncé à Ouais. Nantes, c'est vachement drôle. Tu me diras, Damy devait quasiment arrêter sa carrière et partir en Détroit et finalement il signe à Nantes. Metz, Nantes, je pense c'est à côté, non? Il y a un pattern, il y a un truc qui se reproduit bizarrement. C'est très étonnant. C'est Nantes. T'inquiète pas. C'est les fausses pistes côté Nantes. C'est pour la communication, c'est pour l'effet de surprise. Ouais. On annonce le joueur dans un autre club et en fait, il arrive à Nantes. Mais quand on dit que la défensive gagne les championnats, Nantes 29 buts encaissés, Caen 32. Ouais, effectivement, on se place bien de ce côté-là. Quoi. Une finale qu'en Nantes, c'est probable avec le classement actuel, ça bouge pas. Ouais, ça va bouger, c'est sûr. Mais évidemment que mais Nantes sera top 3. Là, je pense qu'il n'y a aucun doute. Ce serait une énorme là-dessus. désillusion pour un des deux que ces deux-là soient pas en demi minimum, mais même en finale, je pense. Hein. Attention à Nantes. Objectif final. Parce que Nantes, c'est souvent comme ça, on les voit très haut. Les playoffs, c'est une autre saison. Et puis quand ils arrivent en playoffs, c'est compliqué. Mais maintenant, ils ont François Dussault. Ouais, à leur ils côté, ont un staff étendu. Ouais. Ils ont fait venir un préparateur mental. Préparateur mental. Et puis ça paye pour l'instant. Donc, Bah écoute, pour une équipe sanctionnée financièrement à l'intersaison, je trouve quand même que c'est fort. D'avoir un tel effectif qui est incroyable. Tu prends une amende, etc. Et t'arrives à sortir un manager en plus, un préparateur mental. Franchement, impressionnant de ce côté-là. Aller bien quand même côté Nantes. Ou alors ils prennent un pari d'eau. Ça, c'est incroyable. Tiens, regarde, au classement, donc Meudon n'a que 2 points de retard sur Nantes quand même. Donc faut en parler quand même de Meudon qui font. Ah, mais 2 matchs de plus. Ouais, non, mais d'accord. Mais oui. Ils ont pris Meudon 70 buts, alors que Nantes en a pris 29. Et il y a une place de différence entre les deux. Alors il y a la différence de points. Nantes, la sanction qui joue beaucoup. Mais quand même, c'est fou quoi. 41 buts d'écart en 2 matchs. C'est fou. 70 buts encaissés par Meudon, mais 64 buts marqués. Équipe extrêmement spectaculaire et qui a trouvé totalement sa façon de jouer. Et, l'intégration de ses recrues est très bonne. Et puis félicitations à eux parce qu'ils sont 6e et seulement à 2 points de Nantes. Bravo. Ouais, franchement, non, mais c'est un beau championnat à suivre. Ouais. Après, moi, alors, c'est une réflexion que je me suis faite ce matin. Je sais pas ce que t'en penses, ce que les gens en pensent. Est-ce que tu penses que si on avait plus de matchs en D1, c'est-à-dire des matchs en semaine, est-ce qu'on serait pas plus sur un classement type Magnus avec réellement un top 3 installé, des équipes mid et du bas de tableau? Mais comme on joue qu'un match par semaine, tu sais, l'effet de surprise, tu peux le faire un match, il y a moins de dynamique. Bonne question, je sais pas, je suis curieux de voir l'an prochain comment ça va se. Mais après, l'an prochain, ça change rien au format, ce sera juste 2 matchs de week-end de plus. Ouais, c'est pas tant mais de plus. Mais si on avait des matchs en semaine, est-ce que ça aurait une réelle influence? Cette année, il y a beaucoup d'équipes qui jouent au moins 3 matchs en semaine. Alors c'est pas si énorme en soi. Mais ouais, je sais pas si ça changerait la donne, ouais. Bonne question. En tout cas, c'est sûr que les équipes qui ont encore une partie de joueurs plus ou moins dispo, etc., ce serait impossible. Hein. Tu es obligé d'être à fond dans ta saison. Je me suis dit, je pense que si on avait 2-3 matchs par semaine, que le classement actuel, peut-être qu'il y aurait 2-3 équipes qui changeraient, mais on aurait des différences de points, surtout. Hein. C'est parce que là, techniquement, il n'y a que 6 points entre le deuxième et le 5-6e, donc c'est pas si énorme que ça. Mais ouais, on pourrait, je pense, avoir un truc comme Rouen, Grenoble, Angers, qui domine un petit peu la ligue. Bonne question. Moi, je me faisais la réflexion avant cette saison-là, parce que là, quand même, c'est assez prégnant, que justement, il n'y avait pas ça. Il n'y avait plus ça depuis que les très gros étaient montés. Ouais. Les Bordeaux, les Mulhouse, les Cergy, les Anglettes, qui c'est que j'oublie, Nice. Tu vois, qui étaient vraiment des putains de grosses machines pour la D1, pardon pour le mot voilà, mais quand même qui roulaient sur la D1 en gros. Toutes ces équipes-là étaient montées, étaient restées en Magnus finalement, donc c'est bien la preuve qu'ils même avaient... sur le choix des joueurs, etc., il y en a qui ont des vrais joueurs d'expérience, de gabarit, qui ont l'habitude d'enchaîner les matchs comme ça, et je pense qu'il y a des équipes qui sont peut-être mieux armées en D1 à jouer 3 matchs par semaine. Tu sais que paradoxalement, je pense qu'il y aurait peut-être moins de bons joueurs français, parce qu'il y a quand même un certain nombre de joueurs français d'expérience qui justement apprécient ils viennent pour le fait qu'il y ait moins de matchs semaine, et que la qualité de vie est quand même au-delà du fait qu'il y a des super villes en D1 aussi où c'est agréable de vivre, où il y a peut-être plus d'opportunités de travail parfois. Ça joue beaucoup aussi sur la décision. Donc finalement, est-ce que moi je suis pas pour que la D1 devienne une Magnus hein. Ah mais moi non plus, mais j'aime juste bien pour le constat rajouter des équipes, oui, par contre. Tu sais, dire que le niveau est serré, très homogène, etc. Est-ce que c'est pas aussi à cause de la formule que c'est comme ça? Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. C'est surtout intéressant de comparer les formules. Mais moi, j'aime bien la D1 à 16, moi, ça me plaît beaucoup.
dans l'idée. Voilà, je pense que c'est hyper intéressant. Par contre, il y a une équipe qui peine beaucoup, c'est Mont-Blanc. Ah, c'est Mont-Blanc, on parlait de Morzine. Morzine, c'est 5 défaites de suite. Mont-Blanc, c'est 4. Et Valenciennes, c'est 4 aussi. C'est les 3 équipes clairement qui sont dans le dur, alors que Neuilly, qui était dans les bas-fonds, a aligné 3 victoires de suite. Ah, mais ils ont recruté tout le Québec, Sylvain. Ah, ils ont changé beaucoup de choses. Je crois qu'ils ont refait toute l'équipe. Ouais, tous les étrangers, doit y en avoir 2, 3 max. 3 non, max ils ont énormément changé. Ils ont tout changé. Ils en ont même fait venir un. Il a joué 2 matchs, il est reparti. Maintenant, il est à Courchevel. Je parle d'Alexandre Picard. Ouais, putain, pour la D2, pas mal. Donc en tout cas, ça, c'est les dynamiques. En bas de tableau, attention au retour de Neuilly qui n'est plus qu'à 2 points de Brest, à 3 points de Chambéry, à 4 points de Tours. 4 points de la 8ème place. Voilà, 4 points de la 8ème place. C'est pas si mal. Et ils n'ont joué que 15 matchs en plus. Ouais, donc ils sont potentiellement à 20 points. Ils sont complètement à la course au playoff. Ouais, ils sont encore dans la course. Après, évidemment, attention au calendrier, parce qu'il y a aussi des calendriers favorables à certains moments et d'autres moins. Donc voilà tout ça. Mais en tout cas, championnat relancé complètement, je trouve, en D1. Et du coup, particulièrement intéressant. Voilà, on a Épinal aussi qui a 2 défaites de suite et qui était un peu fébrile aussi contre Tours. On sent que c'est pas la période la plus faste. Et pour lire j'ai été voir quelques commentaires. Alors les supporters d'Épinal, qui sont honnêtement, je vais pas être méchant, mais qui sont un peu des enfants gâtés quand même. C'est exactement ce que j'allais dire. Vainqueurs de D1 l'an dernier, leur équipe elle joue super bien majoritairement. Hyper exigeant. Ah, mais ils leur tombent sur le rable, c'est terrible. Et j'ai limite l'impression de voir des Rouen en fait où t'es champion tous les ans et que une année où tu fais 2-3 défaites de suite, c'est la crise. Les gars, vous êtes 4ème, vous avez un effectif vraiment sympa, un niveau de jeu qui est vraiment sympathique. Ils sont 4ème à 1 point de Dunkerque, qui est 3ème. Et à 3 points de Strasbourg. Ils sont à 3 points de la 2ème place. C'est pas la crise. Et c'est pas maintenant qu'il faut être les premiers, quoi. C'est vraiment en play-off qu'il faut assurer. Donc, mais ça a toujours été comme ça. Je suis étonné. Le coach est remis en question depuis qu'ils sont arrivés en D1. Il y a des débats, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Pas facile d'être coach ou gardien de but d'ailleurs à Épinal. Souvent, c'est aussi un peu la pression. Ouais, mais en tout cas, l'OM. Ils ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs. Épinal, ok. Est-ce que c'est la crise pour autant ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour l'instant, ils ont quand même 11 points d'avance sur la première place de non qualifié en play-off. Donc il y a encore largement de la marge. Ouais, complètement. Non, mais puis bon, ils ont l'avantage à domicile d'être quasi imprenables. Ils ont perdu 1 match à domicile cette année. Il y a pire. Et le message de Benoît Baudard qui m'a fait sourire. Parce que Kel Johnson, visiblement, ça a été mal pris côté Courchevel. Exact. Parce que il a fait la Coupe des Alpes et il a été annoncé 2 jours après à Neuilly. Et ils l'ont limite appris qu'il partait aussi vite qu'ils l'ont vu sur Facebook. On va pas faire un coup de gueule complet, mais moi je trouve quand même qu'il y a des attitudes de club et ou dirigeants et ou coach. Et ou joueurs, mais bon, à la limite, les joueurs, j'ai envie de dire, c'est tout en bas de la chaîne quand même de responsabilité, qui sont vraiment pas très corrects. Voilà, ok, on est adversaire sur la glace et tout machin, mais bon, il y a un minimum parfois de correction quand même à avoir dans la gestion de tout ça. Donc le professionnalisme, c'est aussi ça, de gérer les choses de manière très respectueuse pour tout le monde. Donc voilà, petit coup de gueule en passant, mais oui, soyez respectables et respectueux surtout. C'est les ça, uns des autres. Parce que sinon, ça va se retourner contre vous, parce que voilà, personne n'a envie de vivre ces situations-là. Et quand on se la fait mettre à l'envers, on a envie de faire pareil aussi. Donc ça contribue à une mauvaise ambiance parfois, qui est bien dommage. On comprend bien que chacun a ses joue sa carte à fond, mais bon voilà, il y a des limites. Dans les équipes en difficulté d'ailleurs, Matt, on n'a pas parlé, il y a Brest aussi quand même, 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Et du coup, ils sont bien rentrés dans le rang, ils sont 10e là, et va falloir inverser la dynamique pour rejouer, pouvoir revenir dans les 8 quoi. Ouais, complètement. Alors, tu vois, Chambéry-Brest, c'est 2 équipes assez bizarres à analyser. Brest, moi je trouve clairement que l'effectif, mais il est vraiment en dessous par rapport à ce qu'on c'est l'impression qu'on en avait. Après, on avait un Joey Dubé en feu de fou. Ouais, mais c'est tout. Il y a une ligne quoi. Le gardien est quand même pas mal. Moi je me souviens de. C'était quoi, il y a 4 ans, t'avais Joannette, Kivimaki, l'effectif est moins Benjamin prestigieux. Lagarde, Perron Fontaine. Tu te rappelles tous ces joueurs-là c'est incroyable. Mais même quand ils sont champions il y a 2 ans.
Ils ont un Jacob Vrana qui était vraiment bon, Kubalik, comment il s'appelait le Finlandais, Mikko Virtanen je crois. Virtanen, il y a eu un, ouais. C'est Dominique Rudel, Jiri Blazek, enfin bref, là l'effectif cette année c'est vraiment en dessous. Le choix du coach également, bon, moi je me permettrai pas de juger non plus. Mais pour l'instant ça marche moyennement, on va dire. C'était pas non plus, déjà c'était pas le choix numéro 1, faut le rappeler. Le choix numéro 1 c'était Nathan Bernier, il me semble, qui arrivait de Villars. Finalement il est pas venu, c'est lui qui avait commencé le recrutement je crois. Ouais, même si attention à Brest oui, il y a un manager. Quand tu vois Mirnov, c'est pas le coach, il a fait non, c'est sûr. Il y a des gens très impliqués dans le recrutement aussi. Mais ouais, Brest, je trouve vraiment l'effectif, je vais pas dire mauvais, mais par rapport aux autres équipes de D1. Ouais, on va voir. Intéressant parce que ils sont que 10e, enfin je veux dire ils sont très proches encore des playoffs potentiellement. Et on l'a vu l'an dernier avec Tours que tu peux être mal classé en saison régulière et pas vraiment faire l'unanimité et puis te rendre très loin. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. En tout cas, à mon sens, mais peut-être que le temps me dira que je me trompe, mais je pense que vraiment Valenciennes et Morzine c'est mort pour la course au play-off, ou en tout cas ce sera extrêmement compliqué, avec respectivement 10 points de retard et puis 12 points de retard sur la 8ème place, ça paraît chaud. Je pense que Valenciennes, l'objectif était maintien. Oui, bien sûr, ouais, c'est plutôt Morzine qui disait... Morzine, oui, certes, je pense que Morzine, eux, il y avait une volonté d'aller chercher une 8ème place, donc de se battre dans la zone du 8-9-10. Maintenant, malheureusement, c'est compliqué. Valenciennes, c'est la saison de la découverte pour eux. Oui. Même si Romain Sadouane a déjà joué en D en tant que joueur, ouais. Là, c'est autre chose. Lui aussi, c'est un jeune coach, donc tu t'adaptes à tout. Je crois que c'est sa première année où est-ce qu'il est réellement entraîneur et qu'il fait pas entraîneur-joueur. Donc, voilà, eux, c'est leur saison d'adaptation. Et puis il y a aussi le côté effectif, ils ont dû construire une équipe très tard, ils ont leur gardien qui est blessé, c'est Mathis Petit qui est obligé d'assurer encore l'intérim si je puis dire. Oui, puis il faut dire les choses clairement, le niveau des Français est très important pour briller en D1. Regardez les 3 ou 4 premiers, ou les 5 premiers, on va dire, les 5 premiers de D1. Je veux dire, quand on regarde Caen, Strasbourg, Dunkerque, Épinal et Nantes, regardez le niveau de leurs joueurs français. Je pense qu'on peut les mettre dans le top 5 peut-être. Ou du moins... en plus, c'est des joueurs... 5 des 6, 5 des 7, mais en tout cas, il n'y a pas photo. Leurs Français ont leur place en Magnus. Beaucoup, ouais. Mais c'est des joueurs qui sont meilleurs que les Français de 4ème bloc de Magnus. Je pense particulièrement pour... Rien que pour Dunkerque. Ouais. Dunkerque en Nantes. Pour moi, c'est les 3 équipes. Pour les 3, c'est des meilleurs JFL que les 4ème blocs français en Magnus. Ça, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Et c'est peut-être pour ça aussi que certains sont venus en D1, c'était pour avoir un rôle plus offensif. Mais en termes de qualité et de technique, il y en a qui ont largement leur place sur des 3ème blocs en Magnus. Ah ouais, c'est clair. Et puis inversement, alors après, Chambéry est un cas particulier parce que il y a les licences bleues qui sont au cœur du fonctionnement. C'est la réserve de Grenoble. Donc voilà, on voit que par exemple tout l'impact d'un joueur comme Valentin Grossetête, mais c'est prévu dans le système en fait. En gros, le système Chambéry, c'est des licences bleues, mais du développement. Parfois ce sont des Chambériens, rappelons-le aussi, qui sont en partie à Grenoble et qui rejouent après en licence bleue pour Chambéry. Donc faut pas du tout dire que de toute façon, c'est pas pleinement tous des à ça. jeunes qui jouaient à Buisson-Rouen. La patinoire, c'est leur 2ème maison, ils ont grandi dedans. C'est pas du vol, c'est pas Grenoble qui a tout fait et qu'on les renvoie à Chambéry pour les développer. Non, c'est des gars qui ont été formés par les deux clubs. C'est un modèle unique en D1 avec du coup on mise sur des très gros étrangers si on peut. Donc là par exemple le retour de Zach Dano, je veux dire, il est pas pour rien dans les résultats. Mais vraiment, rien parce que je sais plus à combien de points il est par match quoi. Enfin, c'est aberrant quoi. Là il est encore un doublé. Je crois qu'il est sur tous les buts. Ah oui. Ouais, pas sous but, mais il est sur tous les buts. C'était le 2ème top score avec Alex Labbé la saison dernière. Ouais, c'était le tandem incroyable. Mais tu vois, moi je pensais vraiment que c'était Alex Labbé qui avait carry. Et des fois on se... Mais je me suis dit, lui sans Labbé, ça va être compliqué. À Grenoble, après à Grenoble, ils ont pas été peut-être très intelligents d'aller recruter
Dano. Et des fois, on se trompe sur un duo. Hein. Je me rappelle que moi, personnellement, je vais faire mon mea culpa là-dessus. Sur le duo Mikusovic-Budinski qui a longtemps œuvré à Dunkerque, moi je pensais que Mikusovic était vraiment le patron du duo, enfin entre guillemets celui qui moi avait j'ai le plus toujours su d'impact. que c'était Budinski. Et en fait, Budinski cartonne de fou depuis toujours, quoi. Ouais, hier, moi j'ai vu des. Je préférais le style de Mikusovic, hein, je préfère toujours. Je le trouvais extrêmement élégant, et puis très intelligent, et puis de technique. Enfin voilà, moi, je le trouve incroyable. Mais ouais, on peut que constater que c'est l'incroyable buteur qui est Budinski, continue, peu importe qui il est à côté, ça cartonne. Le petit Joseph. Ouais, bah oui, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça donne parfois une espèce de ligne ensemble, ou tout moins sur les powerplay, mais je sais pas s'ils jouent tout le temps ensemble, avec le capitaine. C'est la première ligne. Ouais, c'est ça. C'est la première ligne, la troisième, mais bon, bref, c'est la plus grosse ligne. Ouais. C'est Clément Thomas. Donc Joseph un ancien, Bottin, un jeune et un étranger. Budinski, l'a adopté à Dunkerque. Mais je trouve ça génial, d'avoir un ancien, un jeune et puis un étranger, c'est parfait, quoi. C'est vraiment un symbole incroyable pour Dunkerque. Et là, remarque intéressante de Nino qui nous dit que ce duo Budinski-Mikusovic qui fait un petit peu penser au duo Giroud-Allé. Ouais. L'un est dépendant entre guillemets de l'autre pour performer. Qui était le duo amiénois qui est passé à Angers. Ouais, bah du coup, Budinski a prouvé qu'il n'était pas du tout dépendant de la présence de Mikusovic. Donc voilà, bravo à lui. Superbe attaquant. De toute façon, tu l'as pris dans ta draft D1, je crois. Budinski ? Ouais. Non, moi j'avais Lubomir Dinda. Ah, t'as pris Dinda, bah oui, évidemment. Et j'aurais pu très bien prendre Budinski. Et moi j'ai pris le petit Joseph. Les légendaires Dunkerquois. Ouais, c'est clair. Ouais, mais bon, après, fallait équilibrer entre défenseurs et attaquants. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, vous qui adorez la D1, allez voir notre vidéo sur YouTube sur la draft de D1. Vous allez bien vous marrer. Et puis voilà, et comptez les points, s'il vous plaît. Ça se trouve, à l'heure actuelle, après le match d'hier, peut-être que je suis devant. Ouais, c'est possible. On sait pas. C'est possible. En tout cas, c'était assez serré entre tous les deux et on s'est bien éclaté à faire ça. Voilà pour la D1, on en a beaucoup parlé, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire et c'est très intéressant de voir l'antichambre de la Magnus, où ça en est et qu'est-ce qui se développe. Donc voilà, en gros, on a deux équipes un peu larguées, Morzine, Valenciennes. Après, on a un bloc qui va de Neuilly à Meudon, on pourrait dire, je pense, de 6 à 12 pour avoir 3 places, 6, 7, 8. Après, Nantes n'a certes pas beaucoup d'avance sur Meudon, mais c'est tellement fort dans le jeu et tout que je les surclasse un peu, on va dire, entre guillemets, et je les place dans le bloc avec Épinal, Dunkerque, Strasbourg et Caen, qui est celui des gros cylindrés, qui assument leur rôle et qui cartonnent. Moi, je trouve ça assez impressionnant, le Meudon 6ème, un peu à la Marseille en Magnus, tu vois. Ouais, surtout que eux, c'est en termes de dynamique, et c'est fou, quoi. Ils étaient vraiment pas du tout dans ces places-là. Il y a encore 4 matchs, quoi, 4-5 matchs. Un peu plus que ça. Ils étaient 10ème, je crois, 9ème. Et il y a même, rappelle-toi, à un moment donné, on en parlait, ils prenaient des cartons. Ouais, mais à la suite, mais il y a des défaites énormes. Mais Yuri Blazek avait 86 de pourcentage d'arrêt à un moment. C'était du jamais vu. On savait bien que ça allait changer un peu. Mais là, en tout cas, chapeau à Meudon qui est très bien aussi parce que les dirigeants n'ont jamais paniqué. Ils ont continué de faire confiance à Kevin Haro et tout ça. Qui est aussi un super jeune coach qui prouve que voilà, il a tout à fait le niveau pour coacher en D1 et ça fait bien plaisir pour ça. Donc voilà, on a hâte de voir cette bataille pour les places de qualifiés en play-off ou pour le top 4 continuer et on s'attend. Moi, quand je regarde le classement, ça me fait un peu rire. Mais je pense que le match 4-5 en play-off va être assez incroyable. Si le top 5 se confirme, il va y avoir une affiche majeure là, je pense, à voir. De toute façon, en play-off, là, peu importe les équipes, ça va être incroyable parce que je pense que tout le monde. Ça, par contre, je suis d'accord avec le fait que tout le monde puisse battre tout le monde. J'ai pas ce souci-là. Oui, mais un peu moins cette année, pour l'instant, je trouve. Regarde les séries. L'an dernier, aucune équipe n'avait les séries que font Nantes et Caen. Jamais. J'en suis sûr à 100%. Personne n'a eu ces séries-là. Caen a eu une grosse série. Hein. Ah mais là ils sont les deux en même temps qui font combien mais une dizaine de matchs en gagnant. Attends, après j'ai pas souvenir mais ouais, l'AD1 déjà cette année c'est différent, j'ai l'impression, par rapport aux années précédentes, mais de toute façon plus la saison avance, plus on arrive à cerner réellement le championnat, et c'est normal parce que les équipes s'ajustent et se perfectionnent, mais là j'ai entre guillemets hâte
d'être en play-off pour voir ce que ça va donner. Il y a des équipes qui sont largement favorites. Nantes et Caen, je pense que. Et je cite même pas Épinal, c'est ça, alors que Épinal, c'est peut-être entre guillemets un outsider à cause de leur situation actuelle, mais même pas. C'est impossible de donner de finalistes aujourd'hui. Non, il y a 4 les demi-finalistes. Strasbourg, on a 5 équipes pour 4 places, on pourrait Strasbourg, c'est très fort, alors que j'ai pas l'impression que c'est incroyable, mais dans les résultats, c'est là. C'est l'équipe qui peut paraître la plus surprenante dans le top 5. C'est ça. Pour moi, c'est le cas. Je serais pas à dire que c'est de la surperformance. Non. Mais c'est peut-être. Voilà, c'est une équipe qui me propose un beau hockey en plus et qui a des beaux résultats. Qui développe vachement bien ses joueurs. Sur le papier, c'est pas la plus incroyable. Non. Mais de toute façon, c'est pas le papier qui fait. Eux, ils ont trouvé les bons profils, les bons joueurs et les idées fonctionnent pour Bourdage. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et c'était très bien pour eux. Même en perdant des joueurs majeurs, ils se débrouillent très bien. Mais bon, il y en a qui ont aussi scellé dans le marbre et qui sont pour l'éternité strasbourgeois, j'ai l'impression. Voilà pour cette page D1. On a encore plein de choses à vous dire. On a 3/4 d'heure d'émission déjà. On voulait vous parler aussi un petit peu d'arbitrage, puisque on vous avait dit il y a eu beaucoup de changements. En gros, aujourd'hui, il n'y a plus aucune instance habituelle d'arbitrage qui est encore en place. On est en train de tout changer. Donc, c'est en train de changer, mais on a encore. Il n'y a plus la Carge en tout cas. La CIRJ. La CIRJ, on peut pas la bouger en cours de saison, mais bon, ça va changer aussi. En tout cas, à notre niveau, en D1, on a regardé quand même quelques matchs et tout, et on a senti un réel changement dans l'arbitrage sur les matchs. Nino qui sort sa petite vanne. Top. En anglais, donc c'est bien, tout le monde ne comprendra pas. On précise bien que def, c'est pas la mort. Non, sourd. c'est sourd. Sourd, ouais. Du coup, on voulait. Moi, en tout cas, je voulais dire que j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait, je trouve, moins de coups de sifflet et qu'on laisse beaucoup plus jouer en D1 sur ce que j'ai vu dernièrement, et je trouve ça top. Alors, ça nous permettra même de faire la transition pour le sujet d'après. Ouais. Mais oui, c'est excellent, faut laisser jouer. Des fois, il y a des fautes, c'est des fautes qui sont involontaires et l'arbitre la siffle parce que sur le règlement, quand il y a ça, faut siffler. Tu vois bien que dans le jeu, c'était pas voulu et qu'en plus, ça casse le jeu. Tu demandes aux deux équipes, les deux, ils sont d'accord pour que tu siffles moins. Siffler à chaque fois, en plus tu peux entre guillemets faire monter un peu d'animosité parce que ça frustre les équipes. Là tu laisses jouer, nous on a le droit Il y a une période d'ajustement, il y a peut-être quelques matchs où c'était presque trop. En tout cas le changement était majeur, mais en tout cas c'est pas une surprise parce que c'est de l'arbitrage plus nord-américain. Et qui est en train aujourd'hui de reconfigurer l'arbitrage français, ce sont deux arbitres québécois qui ont œuvré longtemps en NHL, donc on n'est pas surpris de ça, mais moi je trouve que c'est un avancement très positif. Et c'était une critique hyper récurrente chez les joueurs nord-américains qui venaient jouer en France, de dire c'est sympa la France, tu vois, les paysages, le truc, il y a plein de choses super, même le championnat est sympathique, mais l'arbitrage c'est pas, nous on s'y fait pas, on le voit, et on le comprend pas. On le voit sur les joueurs qui arrivent, américains du Nord, à chaque fois dès qu'ils vont en prison, ils hurlent sur les arbitres, c'est pas normal, c'est légal ce que j'ai fait, etc. Alors, la VAR, ok, c'est que pour les actions de but, donc tu peux pas réellement aller la visionner pour ça. Non, mais les gros, siffler les grosses fautes, effectivement, ce qui constitue vraiment ce qui est dangereux, beaucoup l'équipe adverse, et ce qui est dangereux, et ce qui est les grosses fautes, mais des fois une charge pleine glace alors que le joueur vient de faire sa passe ou quoi, c'est le jeu, je suis désolé, mais ça fait partie du jeu, et ce qu'on aime dans le jeu, et ce que le public aime dans le jeu, donc et ça rend pas, ça ne crée pas d'animosité pour moi plus que ça, c'est au contraire, ça fait partie de l'ADN du hockey, donc ça c'était un gros coup de cœur pour ce côté-là, on espère que ça va se poursuivre et se confirmer à ce niveau-là, donc voilà. Et comme tu disais, ça nous permet peut-être de faire un petit pont vers notre sujet suivant qui est de parler de la PWHL. Donc la NHL version féminine. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder des matchs, toi. J'ai regardé pas mal d'extraits de matchs, pas de match au complet. Moi, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Le premier de Chloé Horar, de New York. Ouais. Et j'avais déjà regardé du hockey féminin. Mais ça m'a un petit peu plus plu que ce que j'avais déjà vu.
Moi, j'avais regardé de la Ligue à Tours et les tournois olympiques. Et là, pour le coup, il y a de l'impact physique. Et les arbitres laissent. Il y a quelque chose qu'on trouve pas tellement souvent dans le hockey féminin, c'est des équipes d'un niveau très proche. Parce que c'est le problème du hockey international, c'est qu'il y a 2-3 équipes qui jouent dans une autre catégorie, donc ces matchs-là de ces équipes-là contre les autres équipes n'ont aucun intérêt, puisqu'elles est-ce qu'elles vont en mettre 5, 8 ou 12 de différence, mais c'est pas intéressant. Là, on a une certaine équité, parce qu'il y a eu une draft, un truc et tout, même si on voit des puissances se développer déjà, et puis d'un bon niveau en plus. C'est-à-dire que c'est les meilleures joueuses du monde. Sont quasiment toutes les meilleures joueuses du monde qui sont là. Les meilleures joueuses du monde. Les européennes, les nord-américaines. Qui jouent dans la meilleure ligue du monde. Ouais. C'est un peu la NHL féminine, puis ça fait plaisir également pour tous ceux qui ont œuvré pour toutes les petites filles à qui on a dit qu'ils ne pourraient pas être professionnelles dans le hockey. Ouais. Pour tous les parents, pour les coachs qui se sont investis, pour les jeunes qui ont mené, qui ont construit des équipes. Et c'est aussi une réussite pour toutes ces personnes-là qui se sont battues pour le hockey féminin. Et il faut dire que pour une fois, c'est peut-être la première fois et c'est très important, la médiatisation est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a suivi du côté de la diffusion des matchs. Avec des bons commentateurs et commentatrices notamment, etc. Et les patinoires sont pleines de fou. Enfin, l'ambiance a l'air incroyable et tout. J'ai l'impression qu'il y a un autre public que celui habituel de NHL ou quoi qui est présent. Et les matchs sont moins chers. Enfin, il y a énormément d'avantages, je trouve, à cette ligue nord-américaine. Non, ça c'est toute neuve. Franchement, ça a pris du temps. Mais c'est bien, parce que les choses sont bien faites. Tu vois, c'est pareil, les noms d'équipes, les logos, etc. C'était pas le principal. Ce sont pas. Je vais même aller plus loin, tu vois, parce que c'est vrai que c'est d'abord, on a tous la même, tous ceux qui s'intéressent un peu à la com, au graphisme et tout, on s'est tous dit, en fait, ça, c'est pas terrible, quoi, tu vois. Enfin, il y a pas d'identité ni rien. Mais en fait, non, grosse erreur à mon avis de penser comme ça. En fait, c'est collectivement un travail de faire connaître le hockey féminin. Point. C'est déjà, on part de plus loin que de parler d'identité d'équipe propre. On parle de s'identifier en tant que ligue, et puis déjà, en tant que championnat. Il faut les laisser leur créer leur identité. C'est tout nouveau. Tu peux pas. Ils auraient pu en amont largement. Le storytelling, ça s'invente. On le sait. Mais non, c'est. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, visuellement. Tu sais dans quelle ligue t'es, peu importe tu vois le maillot, tu sais dans quelle ligue t'es, et t'identifies. Et du coup, pour l'image de marque du hockey féminin, c'est canon. C'est une super idée en fait. Au final, ça pouvait être largement discutable au départ parce que c'est pas super beau et tout machin, mais sauf que ça cartonne. Ça cartonne cette idée-là parce que du coup, les gens veulent voir du hockey féminin grâce à ça. Donc c'est une super idée, c'est cool. Très intelligent en termes de marketing. Encore une fois, je suis très très content pour toutes les personnes qui se sont investies et qui ont cru. On vous encourage à voir des matchs pour vous faire votre idée parce qu'en plus, dans le jeu, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit sur YouTube. C'est gratuit sur YouTube et en plus, il y a du jeu physique. Mais oui. Et en fait, il laisse jouer, il y a de l'impact, c'est ça qui est fort. En fait, on va même à l'encontre des règles en fait. Normalement, du hockey féminin. Mais tu vois, ça se passe bien. Mais parce que c'était une énorme erreur de faire ça. Ça se passe bien. C'était un peu cliché de penser que les femmes ne devaient pas. Moi, je suis désolé, je prône ça depuis. J'en parlais même quand j'ai fait le Tour de France du hockey avec le sélectionneur national et tout. Moi, je ne comprends pas ça et je ne comprendrai jamais. Tu ne modifies pas des règles d'un sport parce que ce sont des femmes qui le jouent. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. Ça dévalue complètement la pratique. Et là, en l'occurrence, enlever une bonne partie de l'implication physique quand on parle de hockey sur glace. Mais vas-y, c'est-à-dire qu'en rugby, par exemple, tu fais du flag à la place de faire du rugby. Non, mais s'il te plaît, quoi. Enfin, tu fais du poule renard vipère. Enfin, non, mais sans déconner. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible. Mais voilà, la PWHL, on vous encourage à aller la regarder. En plus, on a une Française, Chloé Aurard, qui réussit super bien ses débuts. Et puis voilà, c'est Marie-Philippe Poulain, la star du hockey féminin. Carrément. Chloé Aurard, pour revenir sur elle, 3 passes. Elle a été même la première passeuse pendant 2 journées peut-être. Elle était la meilleure. Là aujourd'hui, il y en a une qui en a 4, une joueuse adverse. Mais elle est quand même dans le top 4 ou top 5 des meilleures assistantes. Donc c'est super pour elle. Et puis comme tu le disais, il y a des stars qui sont là, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la NHL des filles.
Ouais, complètement. Donc Marie-Philippe Poulain qui avait qui a mis 1 ou 2 matchs à se mettre dedans, mais alors match d'après, mais 3 buts. Ah, peut-être un peu de pression. Là, aussi dernier pour elle. match, elle perd en prolongation, alors qu'elle a marqué un but refusé en prolongation. Voilà, donc Montréal qui pour l'instant, on va dire, se construit. C'est pas une des tops équipes. C'est par contre là où c'est très fort, c'est du côté de Minnesota. Voilà, vrai. Attention pour ceux qui ne font pas attention peut-être du côté France, mais le Minnesota, c'est une terre de hockey, mais majeure. Et c'est l'état du hockey. Hein. Enfin, c'est honnêtement, c'est peut-être là où à part au Québec, quoi. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est là où il y a le hockey le plus vivant, je pense. Donc voilà, et qui s'est trouvé en Tyler Eyes, je sais pas comment on prononce exactement, une tête de gondole incroyable, hein. Elle a déjà marqué 4 buts. Et puis, regardez les buts. Oh, la qualité technique des buts. Ouais, mais c'est ça, je te dis, en plus, ça joue plutôt vite par rapport à ce que j'avais vu. Ouais. Parce que pourtant, tu vois, les tournois olympiques et tout, c'est censé être le Graal du hockey, quoi. Ouais, mais déjà, regarde, les petites glaces, jeu plus physique, voilà, quoi. C'est excellent. Et je pense qu'on pouvait pas rêver mieux pour du hockey féminin. Ils ont très bien géré. Et puis Minnesota, j'en parlais avec Taylor Hayes, il y a aussi Zoom Winkle qui a 3 buts, voilà, 2 joueuses à 7 buts sur le début de saison. Ça cartonne de ce côté-là. Et pour tourner cette page-là, je voulais faire un petit clin d'œil au copain Nicolas Jacquet de Hockey Archive, qui est un des plus grands défenseurs du hockey féminin depuis toujours, et qui a fait notamment, allez voir ça, il l'a partagé sur le groupe Hockey, mais une vidéo qui symbolise un peu toutes les réussites de ce début d'histoire pour la PWHL. Ça, il a fait des articles de présentation plein pour chaque équipe. Plein d'articles super. Un bosseur de l'ombre incroyable. Ouais. Et quand je disais que ça faisait plaisir aussi et que c'était entre guillemets le cadeau à toutes les personnes qui se sont investies, il fait partie de ces personnes-là qui s'investissent pour le hockey féminin et c'est top. Ouais, peut-être que même 4 buts, j'ai vu passer Nino pour Zoom Winkle, parce que j'ai pas vu les résultats d'hier soir, c'est peut-être depuis hier soir, depuis cette nuit. C'est tout à fait possible. Voilà pour la page PWHL. Grande réussite que ce lancement, et peut-être que 2024 sera l'année du hockey féminin. Pourquoi pas? Quand on voit ça, en tout cas, on peut se poser la question. Voilà. Et puis d'ailleurs, en passant, chapeau aux équipes du championnat féminin français. Alors on est loin de cette médiatisation et même de ce niveau, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, on a d'ores et déjà Tours qui est qualifié pour le carré final, et du côté de Cergy aussi on cartonne. Voilà, 2 équipes qu'on doit les retrouver, 2 meilleures équipes sans problème, françaises, sans aucun doute. Exactement, tout à fait. Côté NHL, pareil, on va pas vous faire du match par match, mais on a quelques actus intéressantes quand même dont on voulait vous parler, et on finira par une situation un peu what the fuck, voilà, qui nous a en tout cas interrogés. Voilà, on vous en parlera juste après. Mais déjà, moi je suis en tout cas bluffé par le classement de cette NHL aujourd'hui, puisque on a quand même les Winnipeg Jets qui sont devant l'Avalanche en division centrale, et on a les Canucks de Vancouver devant Vegas en Pacifique. Ça, c'est pour moi la plus grosse surprise. Hein. C'est quand même. Mais Demko, ça aide. Ça aide énormément parce qu'il fait une saison exceptionnelle. Ouais, c'est fort. Et puis pour les Jets, c'est fort. C'est pareil. Hein. Sauf que Adin Hill, du côté de Vegas, moins de 2 buts encaissés par match. C'est le seul gardien dans la NHL. Donc, côté gardien, je pense pas que Vegas a. Je t'en ai parlé, tu m'as dit Adin Hill. Non, j'avais dit à voir dans la durée. C'est le nouveau Binnington. Non, je t'ai dit attention à l'effet Binnington, parce que Binnington, il a une bague aussi. Hein. Donc faut aller chercher les bagues derrière. Hein. Non, c'est sûr. Mais non, c'est. Alors l'Avalanche, c'est bien placé, mais c'est pas incroyable non plus dans le jeu. Il y a Samuel Girard qui est de retour. Ouais, ça fait plaisir, j'adore ce joueur. Mais sinon, c'est intéressant, c'est 2 gros gardiens pour les Jets et Vancouver, parce que Elbick, c'est pareil, il fait une saison. Et puis à Vegas aussi, très forte. On a un très bon duo de gardiens. De toute façon, pour être. Georgiev, c'est pareil. Hein. Le russe de l'Avalanche, qui est très bon. De toute façon, il était aux Rangers avant lui, non? Georgiev, ouais. Non il faisait le duo, la paire avec Shesterkin. Ouais. Et de toute façon, on va voir la suite. La NHL, pareil, ça bouge beaucoup. Eux, c'est en 2 points les victoires, donc. Ouais, tiens, ça me fait penser par rapport à la PWHL, on n'en a pas parlé. Oui, c'est en 30 points. À l'arbitrage. Et la règle. Donc ils ont pris c'est comme en France. C'est comme en France pour les points. Donc tu peux avoir 2, 1 ou 3. Mais tu n'as pas 3 si tu gagnes en prolongation au tir au but, effectivement. Donc ça, et la NHL trouve ça pas inintéressant. Donc il réfléchit.
Ouais, bah oui, j'ai vu le débat, oui, pour la NHL. Et ils ont repris la règle de la CHL. Ouais, c'est ça. Ouais. Où tu peux, si tu marques en infériorité, annuler ta pénalité. Ah, je trouve ça génial. Moi, j'adore les. Ils ont pris des vrais risques, mais très intéressants de ce côté-là, et ça paye, et ça rend le tout spectaculaire. Il y a eu le cas d'ailleurs pour le but marqué en. C'était Toronto, non? Quelle équipe Il y a une équipe qui a marqué en infériorité. Je crois que c'est Toronto. Faut demander à Nino, lui. Ah, il suit tout. Il suit tout, Nino. Machine de guerre. On peut pas le tromper, tu vois. Par exemple, Adini, il nous dit, mais il est pas blessé en ce moment. Je vérifie même pas. Je sais qu'il a raison. Mais si le mec a une gastro le matin, à midi, il le sait. Hein. Il appelle Nino, en fait, pour lui dire, le gars. Voilà, Toronto contre New York. Voilà. Ah, tu vois, Toronto. Moi, je me suis pas trompé. Ça va. Merci Nino, c'est top d'avoir voilà, un troisième balayeur quasiment à l'antenne en direct. Grâce à toutes tes infos, c'est parfait. D'autres infos sur la NHL quand même importantes, a priori, mais bon, c'est pas une grande surprise là pour le coup. Ni San Jose, ni Chicago, ni Anaheim côté ouest, ni Ottawa et Columbus côté est ne feront les playoffs. Logique. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, on vous reparlera plus tard de nos friendships d'Amérique du Nord, mais pas sur cette émission parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à dire. Si on peut juste dire que va jouer ce soir Pierrick Dubé son 100e match professionnel. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire en priorité, et que c'est le joueur que tout le monde attend en NHL, puisqu'il cartonne. Il a été meilleur buteur à un moment donné. Oui, je crois. Ouais, complètement. Bah là, il est 4e buteur de la ligue. Avec, il est top 4. 17 réalisations. Ouais, bravo à lui, il cartonne de dingue. Petite info aussi, ce sera après, voilà. Sinon, on va s'étaler sur les franchises, mais on en a un qui a fait ses débuts en National League en Suisse, c'est Quentin Delmas. Ouais. Qui a été aligné sur la seconde paire hier. Et bah voilà, on lui souhaite le meilleur à Quentin. Carrément, on espère parler un de lui. nouveau défenseur. Si on peut te rajouter dans la rubrique, fais-nous rêver. Complètement, et on sait qu'en matière de défenseur, la France n'est pas toujours très bien pourvue, donc tout le meilleur à lui, et une très bonne nouvelle pour le hockey français, l'équipe de France à l'avenir, on l'espère en tout cas pour lui. Il y a eu quand même cette info assez incroyable de Cutter Gauthier, qui d'ailleurs qui a cartonné de fou avec les jeunes, avec donc les États-Unis ont gagné le championnat du monde. Hein. Le Canada a un peu déçu, mais comme d'habitude, des torrents de critiques dès qu'ils perdent un match. Alors c'est les Spinaliens, mais c'est un truc de fou. Mais version équipe nationale. Sans déconner, les Canadiens, les Québécois et tout, mais je veux dire, le hockey il est international maintenant. Regardez la composition des équipes de NHL qui gagnent des coupes. Je veux dire, regardez le nombre de Suédois, de Finlandais, et vous étonnez pas que parfois vous perdiez des matchs, ça arrive quoi. Je veux dire, c'est juste normal quoi. Donc voilà. Ça pour ça, mais donc Cutter Gauthier qui a bien planté les Flyers, mais Daniel Brière, le gérant, voilà, donc d'ailleurs rapport avec le hockey français. Son fils joue à Neuilly. Carson Brière, voilà, exactement. Qui a très bien géré en récupérant, en tradant avec les Ducks d'Anaheim. Ouais, c'est Drysdale, je crois. Ouais, c'est à Drysdale. Tortorella en plus l'a allumé, Cutter Gauthier en conférence de presse. Ouais, il l'avait passé, ouais. Mais Brière était fort parce qu'en fait, il a su quand même garder sous le manteau le fait que Cutter Gauthier voulait plus jouer avec les Flyers pour faire une négo quand même de haut niveau. Donc voilà, intéressant. Tortorella, il est intelligent, il vient dire en conférence de presse, non mais Cutter Gauthier, c'était pas un Flyers au fond de lui. Il n'était pas adapté à la mentalité des Flyers. Et plus un premier. Oui, c'est ça que je te disais, un first round. Ouais, je parlais pas d'un joueur drafté au first round, ils ont eu un choix de premier tour également avec Cutter. Ouais, Jamie Drysdale. Donc ils s'en sortent très bien quand même par rapport à la situation qui était merdique. Par contre, ça pose quand même question sur la mentalité de ce cher Cutter. Moi je trouve ça quand même culotté de demander à être drafté, à être échangé. J'espère que ce sera pas une même mode avoir, qui va ne serait-se poser un patin en NHL encore. Ouais, on verra bien. Après, que devraient dire ceux qui ont été draftés par Arizona. Il a été honnête, mais c'est ça. Il y a des équipes où ça pique un peu d'être drafté. Ouais, mais il a été honnête oui et non parce qu'au départ, il a quand même je suis un flyer. C'était obligé. Tu viens d'arriver. Ouais, mais c'est obligé d'en faire trop quoi. Mais n'en fais pas trop. Ça fait partie du jeu, je pense. Dans l'euphorie aussi, t'es sélectionné en NHL. Moi, je préférais des jeunes joueurs qui disent, écoutez, la vérité est sur la glace. Moi, je suis très heureux et fier d'avoir été sélectionné par une équipe NHL. Maintenant, je vais vous prouver. Tu vois, que les grands discours maintenant c'est bon, on se fait plus avoir. Après peut-être, on sait pas, peut-être la ville et tout ça lui plaît pas, peut-être qu'il est déçu, peut-être c'est l'équipe qui déteste. T'imagines, tu détestes une équipe dans ta vie, et t'es sélectionné à la draft par l'équipe, t'es obligé d'être content parce que t'es sélectionné en NHL, si t'es haut placé, déjà t'es content parce que tu l'es, mais
t'es en gros un choix où tout le monde te souhaite, si t'es pris par l'équipe que tu détestes. Ou peut-être qu'à c'est Philadelphie, compliqué, ils ne s'occupaient pas bien des lames de cutter. C'est peut-être ça. C'est lames de patin. Du coup, la Ligue, voilà, Kucherov et McKinnon qui sont exceptionnels, Sylvain. Oui, parce que moi je regardais ça pour le nombre de points marqués. Les deux, donc du coup Kucherov 72, McKinnon 69 et Pasternak est 3ème, il est à 10 points derrière. 59. Ah, c'est... Non mais c'est monstrueux. Bah surtout vu le nombre de matchs joués en fait. Ah non mais c'est monstrueux. C'est des comme mecs qui écart. vont C'est un finir truc à de dingue. 130 points cette année. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu autant d'écart entre un deuxième et un troisième au niveau points. Enfin, je trouve ça juste hallucinant. Donc voilà, Kucherov. Alors que pourtant Tampa Bay ne fait pas une saison exceptionnelle, hein, loin de là pour l'instant. Ils vont même se battre pour être en playoff, je pense. Ouais, puis après ils feront un back-to-back. Hein. Après McKinnon, voilà quoi, l'Avalanche ça tourne quand même vraiment pas mal. Et puis Pasternak, les Bruins se sont ça c'est des joueurs All-Star. éternels. Ouais, complètement. C'est des joueurs All-Star. Ouais, complètement. Et puis, faut parler des jeunes aussi quand même, et notamment en défense. Là, c'est une tendance qui se confirme plus que jamais. Le défenseur actuellement qu'il faut avoir, c'est un jeune def, hein, puisque Quinn Hughes, Kel Makar et Rasmus Dahlin cartonnent chacun et contribuent fortement au succès de leurs équipes respectives, puisque Quinn Hughes joue à Vancouver qui a Elias Pettersson, Vancouver qui a beaucoup Demko. de bons jeunes Demko, je sais plus il est pas si jeune Demko. Non, Mais ils ont des bons jeunes, des très bons jeunes même. Les frères Hughes, de toute façon, que ce soit lui ou Luc, les trois ils sont. Les Hughes, ouais, ça vaut le coup d'en avoir un. Une génération dorée, il y a des parents qui doivent sourire. Hein. Ouais. Le papa doit être très très content là. Chapeau Imagine, bas. t'as trois fils, les trois ils finissent. Les trois sont passés par le programme américain ou je crois. Les trois ont fait NCAA. Dahlin qui est 4 ou 5e meilleur pointeur, par contre il a 12 buts. 12 buts pour un dev déjà, c'est fort. Pour Rasmus Dahlin qui est qui. Alors la maturité chez les défenseurs est plus longue parfois on se dit, mais là quand même les jeunes sont j'ai hâte de savoir ce que ça va donner quand ils auront 30 ans. Ouais, exactement. Parce que là déjà je sais pas s'il a atteint son plafond. Est-ce qu'ils se retrouvent en place des grands hommes, tu crois? Là ils ont mis des... Je savais que je te perturbais avec celle-là. Et maintenant tu l'as en tête. Allez, c'est bon. Ça sent la fin d'émission un peu, hein, ça. Ouais, complètement là. On avait quand même un dernier sujet dont on voulait vous parler. Honnêtement, c'est posé la question de est-ce qu'on en parle ou pas, parce que c'est toujours des sujets un peu touchy et on avait peur que ça parte en live dans tous les sens, mais on sait que vous êtes raisonnable et on va l'être aussi. On veut juste parler des faits, hein, concrètement. C'est de l'analyse, on n'est pas là pour, et puis on analyse l'actu du hockey. On donnera pas notre avis, mais... Ouais. On le donnera pas sur le fond de la question, mais on donnera pas d'avis politique là-dessus. Non, pas du tout politique. Mais en gros, on va arrêter de tourner autour du pot puis clairement dire les choses. Donc l'IHF a décidé au départ d'exclure les équipes nationales israéliennes de toute compétition internationale à partir de maintenant pour les protéger et protéger les autres équipes autour. En matière de sécurité, quoi. Faute de pouvoir être certain de garantir la sécurité et aux joueurs israéliens et aux adversaires potentiels, vu le contexte géopolitique, ça a été décidé par l'IHF. Ça, c'est la première chose. Mon avis là-dessus, je pense que c'est une erreur. Mais bon, après, je peux me tromper, j'ai pas tous les éléments, etc. Je vais pas dire que je sais tout en la matière. Je trouve que c'était une erreur de fonctionner comme ça. Mais bon, c'est la décision qui avait été prise. Et ce qui a été assez dingue et que tu as repéré, c'est toi qui as repéré ça, Mathéo, de ton côté, c'est que la NHL est venue s'en mêler et a fait un communiqué, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus sérieux, quand même assez vindicatif en parlant. Clairement, en disant qu'ils ont demandé des comptes à l'IHF. Ouais, qu'ils ont demandé des comptes à l'IHF, qu'ils étaient très inquiets, qu'ils avaient très peur de ce qu'impliquait cette décision, etc. Et moi, je suis sur le cul que. Il se permet. Je comprends pas en fait pourquoi la NHL intervient. Et je trouve que la décision n'est pas bonne de l'IHF, encore une fois. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être d'accord ou pas. C'est pour moi une image très très américaine de on est les sauveurs du monde, gardiens de la paix. C'est d'où en nom de quoi? Si vous voulez concrètement des joueurs israéliens en NHL, il y en a 0. Non mais donc, et puis de quoi on parle? Je suis désolé mais c'est les premiers la NHL à faire des choses débile. Là je vais prendre parti, mais quand ils interdisent à Marc-André Fleury de porter un masque, quand ils interdisent les tapes arc-en-ciel pour soutenir les minorités, etc., qui sont contre le fait de prendre parti pour des combats, etc., qui disent non, on est neutre, et là
Il y a un problème avec l'IHF qui est même pas sur le continent américain. Ils Et- sont pas concernés. et en Il y a passant, 0 Israélien en si, NHL. si tu vas au bout de la logique, ils ont moult joueurs NHL qui sont russes et quelques biélorusses d'ailleurs. Et on les a pas entendus. Bah là, voilà. Donc à un moment donné, pourquoi vous intervenez sur un cas, pas sur l'autre ou sur Ouais, moi, je comprends pas. surtout qu'ils alimentent le cliché. Hein. Et depuis quand ils s'intéressent au hockey international et aux équipes nationales? Non mais C'est- s'il vous plaît quoi. c'est- Ils ont toujours fait leur calendrier en n'ayant absolument rien à foutre des rendez-vous olympiques ou quoi ou peu importe. S'il vous plaît quoi. Enfin, je veux dire, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Je ne comprends pas pourquoi ils interviennent. Mais à ce pour moi, niveau-là. c'est vraiment. Oui, c'est ça. Bah si c'est ça, c'est encore plus minable, hein, franchement. Enfin, moi, je trouve ça outrant et c'est toujours l'image de Isway pour là quoi. Les États-Unis- gendarme du monde, Non ouais. mais ça et les États-Unis dans le monde, c'est au-dessus de tout le monde. On est les meilleurs, on est les plus forts. On a le droit de donner. Mais juste tu vois, genre réglez vos problèmes internes. Soyez cohérents Non, dans mais votre y a- politique interne et voilà. Mais il y a mais d'où plein de problèmes en NHL et moi c'est vraiment le culot de surtout genre on est neutre, on prend parti dans 0 combat, puis là Puis direct alors, t'arrives. sans surprise, les médias américains prennent la suite hein, et voilà, le bal des faux culs commence. C'est quand même incroyable. Donc j'ai par exemple repéré ça, donc accrochez-vous bien quand même. Hein. Déclaration de Bobby Oelik dans le New York Post. Alors donc ancien joueur NHL, Check. ancien vainqueur de la Coupe avec Stanley, les Devils. tchèque d'origine mais naturalisé américain. Sa légitimité pour parler de ce débat-là, c'est qu'il a eu des camps d'entraînement de jeunes en Israël. Donc, ok, waouh, putain, c'est sûr. Alors franchement, moi j'ai un ami qui a été passer des vacances à Israël. Je pense que je mérite aussi qu'on me donne la parole dans le New York Post. Quoi. Bah oui. Complètement délirant. Donc je vous passe tous les extraits, hein, mais il y a notamment celui-là. Où il dit que, en fait, pour lui, c'est tout simplement un moyen pour l'IHF de montrer son antisémitisme. Le complot. Voilà. Donc Ça vole pas haut, c'est le moyen pour l'IHF. Voilà, c'est un nouveau moyen de montrer l'antisémitisme. Donc autant je trouve la décision vraiment encore une fois, hein, je suis contre cette décision. Je pense que c'est une erreur, mais sortir ce panneau-là directement, je trouve ça délirant. C'est trop simple. Alors, je vous lis quand même ce que l'IHF, ce qui avait été publié, hein, pour que vous ayez une idée quand même. Eux, ils avaient dit, après avoir étudié soigneusement la situation, le conseil de l'IHF avait décidé que, compte tenu des inquiétudes soulevées autour de la sécurité de tous les participants au championnat du monde, au championnat tout court d'ailleurs, Israël ne prendrait plus part aux compétitions de l'IHF pour le moment. Et là, pour le coup, c'était les U20 en Ouais, division alors 2A c'est ça, qui la étaient première décision, c'est concernés, Ouais. en Bulgarie. Ouais, c'est ça, complètement. Et en fait, du coup, ils ont fait un peu après rétropédalage en disant que c'était que pour cette compétition-là. Et que la suite on verrait, et probablement qu'ils vont revenir sur Ouais, leur ils vont décision. revenir. Mais ils ont dit que là, qu'ils Ouais. avaient même étudié avec Ouais. les autorités bulgares et qu'en fait, ils allaient peut-être lever la sanction. Et, que ça allait Et bien se tant passer. mieux, parce que moi, honnêtement, les joueurs de l'équipe nationale d'Israël, je n'ai pas envie qu'ils soient pénalisés par une quelconque situation qui leur échappe. Ils y sont pour rien. Voilà, c'est pas. Donc moi, je suis pour, et j'espère qu'ils vont pouvoir jouer. Mais franchement, que la NHL se mêle de ça alors qu'ils ont le cul propre à 0 niveau, je veux dire, s'il vous plaît, quoi. Ok, s'il vous plaît. Ah, la c'est mentalité une tuerie, hein. nord-américaine. Donc voilà, donc c'était la fin de ce dont on voulait vous parler en dernier. Vous nous direz voilà ce que vous en pensez en toute mesure. Et voilà, si vous pensez que c'est normal que la NHL intervienne, vous aurez peut-être des bons arguments aussi. Moi, je dis pas qu'on a raison à 100%, mais en tout cas, on était bien d'accord là-dessus, qu'on comprenait absolument pas pourquoi d'un coup ils faisaient un communiqué officiel là-dessus, en se basant sur rien, juste en disant non mais attendez, nous ça nous plaît pas, voilà, on intervient quoi. Complètement dingue. Donc voilà, gros sujet quand même. Qui concerne le hockey, mais pas que. Là, on est vraiment dans des rapports de force qui nous dépassent, clairement. Donc voilà. Écoute, mon cher Matt, c'était un bonheur de fou de reprendre l'émission. On a bien duré, on s'est bien fait plaisir. Vous étiez formidable en commentaire, comme d'habitude, et grand merci de nous suivre. Voilà. Vous avez vu, on vous a parlé de nos projets en 2024, ceux qui n'étaient pas encore là. Donc ça va arriver très vite. Dès la fin du mois, avec Valérian d'Hockey Power qui sera avec nous pour faire des tournages, la finale de la Coupe de France. Dès la semaine prochaine. Hein. Mais oui, bien sûr. Disons les termes de la semaine prochaine. Et oui, d'ailleurs, il faut ça dire commence. que dimanche, du coup, il n'y aura pas d'émission live de cette manière-là, Non, puisqu'on sera à la finale de la Coupe de France. exact. Donc voilà, on sera en route ou sur place d'ailleurs, on Il y sera aura pas du sur place contenu. déjà.
Il y aura du contenu. Ouais, et on a hâte de voir ça et de vivre ça avec les Grenoblois, les Dunkerquois et puis tous les fans de hockey qui seront présents sur place. On devrait avoir patinoire complètement pleine et ça fait du bien. Ouais. Et de l'ambiance. Merci à tous. Passez un très bon dimanche. Suite de dimanche en tout cas, et puis une très belle semaine. Et puis on se retrouve très vite sur les balayeurs. Ne manquez pas notre vidéo de mercredi, puisqu'on va commencer fort l'année, cher Matt, et on va parler de nos équipes légendaires, en tout cas nos équipes Qui de nous font cœur, rêver. les équipes qui nous font rêver. Donc voilà, ne manquez pas ça, ça arrive mercredi ou jeudi au pire sur la chaîne des balayeurs. Salut à tout le monde et encore un grand merci. À bientôt, n'hésitez pas à partager. Salut.